Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a reçu son homologue libérien Joseph Boakai. Il est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le nouveau président du Libéria et le chef de l'État ivoirien ont évoqué la coopération bilatérale. Celle-ci va s'accentuer dans divers domaines. Un nouveau gisement de gaz a été découvert dans les eaux ivoiriennes. Le PDG de l'entreprise pétrolière italienne Eni, installée en Côte d'Ivoire, l'a annoncé aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara. Cette nouvelle trouvaille profitable pour notre pays réjouit le chef de l'État. La première dame Dominique Ouattara est au Maroc. Elle prend part à la 2e édition de la campagne Unis, on s'entend mieux. C'est une initiative conjointe de la Fondation Children of Africa et de la Fondation Lala Asma. Cette campagne vise à lutter contre la surdité chez les tout-petits. 10 enfants ivoiriens suivent des traitements gratuits au Maroc. Au Sénégal, le calendrier électoral s'accélère. Le premier tour de la présidentielle a été fixé au 24 mars 2024 sur proposition du président Macky Sall. 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel sont retenus dans la course. À l'opposé du président Macky Sall, le Conseil constitutionnel annonce la date du 31 mars pour cette présidentielle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le nouveau président du Libéria est en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Joseph Boakai est arrivé aujourd'hui. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont évoqué ensemble la coopération bilatérale, plusieurs domaines dont l'agriculture, l'énergie et les échanges commerciaux étaient au menu de cette rencontre, comme nous l'explique Mama Traoré. Investi le 22 janvier dernier comme président de la République du Libéria, Joseph Boakai choisit la Côte d'Ivoire pour son premier déplacement à l'étranger. Au palais de la présidente de la République d'Abidjan, il est reçu par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État libérien vient en Côte d'Ivoire pour consolider dès l'entame de son mandat la longue relation d'amitié et de coopération qui unit les deux pays. Des liens que les deux personnalités souhaitent intensifier dans des domaines aussi variés que porteurs. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la magistrature suprême du Libéria et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de ces hautes et nobles fonctions. Les relations sont anciennes, historiques et pleines d'amitié et de fraternité. Et cela, nous en sommes très fiers et très heureux. Monsieur le Président, je voudrais donc à cette occasion non seulement me féliciter de la qualité de ces relations, mais aussi vous réaffirmer notre volonté de consolider davantage cette coopération, notamment dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Se réjouissant de cette volonté de son homologue ivoirien, Joseph Boakai plaide pour des mesures urgentes de la Côte d'Ivoire en faveur d'une fourniture renforcée de l'électricité vers le Libéria. Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité et de l'agriculture. Excellence, je voudrais vous remercier très fortement pour l'électricité qui est mise à disposition, non pas seulement pour la sous-région, mais pour le Libéria et qui contribue au bien-être des populations. Excellence, sur la base des accords signés, nous avons pu signer pour la livraison d'environ 50 mégawatts. Et donc, au moment où je vous parle, nous ne recevons que la moitié. Avec la saison sèche, la rareté des pluies, nous savons qu'il y aura encore des difficultés. Mon équipe est là, nous allons certainement vous donner un peu plus de détails plus tard, mais nous sommes là pour faire surtout ce plaidoyer pour pouvoir avoir la capacité totale. L'actualité sous-régionale marquée par des crises dans plusieurs pays était mentionnée au menu de cette rencontre bilatérale. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire et le Libéria affichent une convergence de vues. Ce sont des moments difficiles et je dirais même des moments très tristes pour certains pays de la sous-région qui sont en difficulté
en raison donc des coups d'État perpétrés dans ces pays, notamment le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger. Comme à chaque fois, nous avons condamné ces coups d'État et nous continuons de condamner la prise du pouvoir par la force. Et c'est pour cela que je voudrais réitérer mes félicitations aux élections pacifiques et démocratiques qui ont eu lieu au Libéria et qui ont permis votre arrivée donc à l'issue du second tour du scrutin. C'était vraiment une élection démocratique et nous en sommes très fiers. The Liberia subscribe. Excellence, le Libéria est attaché aux principes de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, contre les coups d'État. Et nous avons eu l'occasion de discuter du traitement à accorder à nos anciens chefs d'État. Nous pensons que c'est une chose à poursuivre selon votre vision et cela va aider à mieux stabiliser nos pays. S'agissant de la coopération sécuritaire, Joseph Boakai soutient l'idée d'une collaboration renforcée entre les deux États. Joseph Boakai félicite Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire et de préciser que le sacre des éléphants à ce championnat est également la victoire du Libéria. Et juste après cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert un déjeuner officiel à son homologue, Joseph Boakai, déjeuner au cours duquel le chef de l'État libérien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président ivoirien. Les deux personnalités ont une fois de plus réitéré leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays. Et vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Un nouveau gisement de gaz a été découvert dans les eaux ivoiriennes. Le PDG de l'entreprise pétrolière italienne Eni, installée dans notre pays, l'a annoncé aujourd'hui même au président de la République, Alassane Ouattara. Cette nouvelle trouvaille profitable pour notre pays réjouit le chef de l'État. On retrouve notre reporter Mahama Traoré. La dernière rencontre entre les deux personnalités remonte à novembre 2023. Claudio Descalzi, président directeur général du groupe Eni, était venu annoncer au chef de l'État l'entrée en production du gisement Baleine. Depuis, l'entreprise italienne a poursuivi ses explorations dans le bassin sédimentaire ivoirien. Les recherches se sont avérées fructueuses, raison suffisante pour susciter un autre entretien ce jeudi entre le patron du géant pétrolier italien et le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Delcazi, qui est un ami de la Côte d'Ivoire et un ami personnel, est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Aujourd'hui, on a annoncé, Monsieur le Président, une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très légère associée. On parle d'une découverte de entre 1 milliard et 1,5 milliard de barils équivalents, donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très légère. C'est une grande découverte. On vient de la faire, on vient de l'analyser, on a fait très rapidement. C'est un premier puits, mais avec une vision sismique très claire. On se sent en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, on est capable de prendre des risques dans un pays dans lequel on a des liens très forts et dans lequel on se sent en sécurité et avec lequel on travaille très bien. Pour Eni, l'aventure sous les eaux ivoiriennes ne fait que commencer et sera prometteuse. Mais la bonne nouvelle est qu'on a trouvé, je crois, et j'espère, la clé pour davantage trouver d'autres découvertes. La clé, je parle de la clé géologique. Donc, c'est très intéressant. La Côte d'Ivoire, ça va être toujours plus important d'un point de vue de la partie géologie, de la partie gaz. Mais c'est clair que, comme on a fait pour Baleine, ce développement va être un développement avec un contenu de CO2, d'émissions très, très réduit,
qu'on essaye de réduire au maximum pour, comme on a fait pour Baleine, d'avoir un développement à zéro émission. À zéro émission, que c'est la chose la plus importante, et faire aussi des activités, comme nous sommes en train de faire. Je viens de discuter avec le président, des activités dans la partie sociale, de la formation, de la santé, de l'éducation, aussi dans la partie de conservation des forêts et de l'agriculture. Donc, ce n'est pas seulement un développement sur la partie upstream, sur la partie énergie, mais avec un très important contribut d'un point de vue social. Après le gisement Baleine, cette autre découverte ne vient que renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Nous aurons le plaisir de recevoir le président d'Italie en début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion de rendre visite à sa sainteté le pape également. Selon le patron du groupe Eni, cette nouvelle découverte va nécessiter 6 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 3 600 milliards de francs CFA. Voilà, et cette nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures réjouit l'État ivoirien. Et justement, cela fait l'objet d'un communiqué qui a été produit par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Ce communiqué est lu pour vous par Lansine Bakayoko. Communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien par Eni Côte d'Ivoire et son partenaire Petrosi Holding sur le bloc CI 205. Le groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petrosi Holding, a réalisé début mars 2024 une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dénommée Calao sur le bloc pétrolier CI 205. Calao, situé à environ 45 km au large des côtes et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Muren-1X d'une profondeur de 2800 mètres à partir du fond marin dans une tranche d'eau de 2200 mètres, soit une profondeur totale de 5000 mètres. Le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent pour le moment des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Ce nouveau gisement Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra à terme de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité. Fait à Abidjan le 7 mars 2024. Voilà, bonne nouvelle donc pour notre pays. Unis, on s'entend mieux, plus qu'un slogan. Cette campagne menée au Maroc conjointement par la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Asma porte ses fruits. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en visite justement au Maroc, participe donc à la deuxième édition. La campagne vise à lutter contre la surdité chez les tout-petits. Notez que 40 enfants, dont 10 de nationalité ivoirienne, sélectionnés par l'hôpital mère-enfant de Bingerville, suivent des traitements gratuits au Maroc. Mama Traoré. Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Arrivée mardi, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue ce mercredi au centre hospitalier universitaire Moulay Youssef. En compagnie de son Altesse royale, la princesse Lala Asma, elles se rendent à la maternité de cet établissement pour lancer la deuxième phase de la campagne Unis, on s'entend mieux. Campagne visant à soigner des enfants atteints de surdité. Ici sont pris en charge une quarantaine d'enfants de la sous-région ouest-africaine, dont 10 Ivoiriens, tous sélectionnés par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les soins médicaux et le séjour sont gracieusement offerts par les fondations Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et Lala Asma. En visitant les enfants malades, les deux donatrices sont venues s'enquérir de l'évolution de leur état de santé, de quoi réconforter leurs parents. La majorité des enfants a autour de 4 à 5 ans et ils ont été sélectionnés également sur ce critère-là parce que, passé l'âge de 5 ans, ces chirurgies ne pourront plus se réaliser. Donc c'était la dernière chance pour eux, d'autant plus que le diagnostic a parfois été fait très tôt, mais manque de moyens financiers, ces patients n'ont pas pu bénéficier de cette chirurgie. Au-delà de 5 ans, ils n'auraient plus la possibilité d'avoir recours à cette chirurgie de réhabilitation
et il n'aurait plus jamais eu la chance de pouvoir développer un langage oral. L'enfant a suivi son opération et son implantation en bonne forme. Il est ressorti après les premiers instants de reprise de conscience. Il ne s'est plaint de rien. On a toute la médication qu'il faut. Je suis reconnaissante envers la première dame, la princesse du Maroc. Je lui ai dit infiniment merci pour cette chance qu'ils ont fait à mon enfant ainsi qu'aux autres enfants dans ces conditions-là. Nous lui disons merci infiniment pour tout ce qu'elle a fait pour nous et son Altesse Lala Asma. Merci infiniment pour tout. C'est en tout plusieurs dizaines de millions de francs CFA que les fondations Children of Africa et Lala Asma ont déboursé pour aider ces enfants à entendre mieux. Ce partenariat permet également à des orthophonistes africains, dont des Ivoiriens, de renforcer leurs capacités auprès de spécialistes marocains. Rappelons que la première phase de la campagne Unis on s'entend mieux s'est tenue en octobre dernier à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Voilà, et toujours sur place au Maroc, la première dame Dominique Ouattara a visité le centre pour sourds et malentendants de la fondation Lala Asma. La première dame ivoirienne et son Altesse du Maroc se sont rendues ce jeudi même au centre de la fondation Lala Asma dédiée à la lutte contre la surdité et les malentendants. C'est une structure qui offre une scolarité spécialisée permettant aux enfants malades de suivre un parcours complet du primaire jusqu'au baccalauréat avec la possibilité d'accéder à une licence et un master spécifique à la faculté des sciences de Rabat. Retour en Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a reçu le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les deux personnalités ont salué l'excellence des relations qui existent entre leurs deux pays et se sont engagées au renforcement de la coopération parlementaire entre les institutions. Herman Guivé. Les honneurs militaires pour Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En visite en Côte d'Ivoire et à la tête d'une forte délégation, il est reçu à la permanence du Sénat ivoirien par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Tête à tête entre les deux personnalités, suivie d'une séance de travail entre les parties turques et ivoiriennes, une rencontre qui offre l'occasion à la présidente du Sénat ivoirien de saluer la bonne santé de la coopération ivoiro-turque, de quoi raffermir la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Les relations sont très bonnes, elles s'intensifient, je dirais d'année en année. Ce sont les deux pays qui en profitent, ce sont les deux peuples qui en profitent. Et nous avons voulu aussi aller plus loin dans cette coopération. Et donc, avec Monsieur le Président, nous avons profité de sa présence ici dans le cadre de l'UPC, dont le Sénat est membre, avec l'Assemblée nationale, pour dire que nous sommes ouverts à une coopération parlementaire entre nos deux chambres afin que nous puissions aussi renforcer au niveau parlementaire ces relations qui sont déjà très bonnes, excellentes, mais je dirais, entre nos deux pays et nos deux peuples. Un point de vue soutenu par Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Nous sommes heureux d'être ici. En étant le premier président de l'Assemblée nationale de Turquie qui visite la Côte d'Ivoire, je souhaite que cette visite permette de renforcer les coopérations. Notamment au niveau de la parlementaire diplomatie. Cela peut être fait avec la présence des groupes d'amitié parlementaires et également sur des plateformes comme l'UPCI ou bien IPU. À ces moments permettra de rapprocher les parlements de ces pays. Nous avons cet espoir de progresser, de renforcer la coopération. Lors de cette visite, j'ai pu voir aussi que le Sénat a cet espoir également et le Parlement ivoirien. Le renforcement de la coopération parlementaire entre le Sénat ivoirien et l'Assemblée nationale de Turquie sera assurément bénéfique pour les deux institutions, a assuré Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, pourra bientôt offrir aux investisseurs des instruments financiers adaptés à la gestion des risques de leur portefeuille. C'est ce qui ressort du protocole d'entente signé hier entre la Bourse de Montréal et la Bourse régionale des valeurs mobilières ici à Abidjan. Les précisions de Dangui Dangui. En sonnant la cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, en présence de son homologue ivoirien Kandia Camara,
la présidente du Sénat du Canada n'ouvre pas seulement la journée de cotation ce mercredi. Raymond Gagné ouvre également de nouvelles perspectives dans les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays et par ricochet entre la BRVM et la Bourse de Montréal. Le Canada accueille favorablement toutes les opportunités d'investissement et partenariat pour le développement de la grande région métropolitaine d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et de la région de l'Afrique de l'Ouest. En signant ce protocole de coopération avec la Bourse de Montréal, la Bourse régionale des valeurs mobilières veut se donner les moyens d'offrir aux investisseurs des instruments financiers adaptés. Notre entente porte essentiellement sur l'élaboration du cadre réglementaire du nouveau marché, le conseil à la mise en place des différentes entités, la Bourse, la Chambre de compensation, l'appui dans les choix technologiques, et surtout la formation des équipes de la BRVM et celle de l'écosystème du marché financier régional. Le patron de la BRVM d'affirmer que la Bourse de Montréal est la première bourse au monde a apporté son assistance technique à la Bourse régionale des valeurs mobilières à sa création en 1998. Au 29 février 2024 dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est la 5e bourse en Afrique pour une captation boursière de 7 942 milliards de francs CFA. Voilà, je vous convie à une autre rencontre de haut niveau, c'est celle des États du Sahel et du Golfe de Guinée qui se tient à Abidjan. L'objectif de cette rencontre est de faire l'état des lieux de la coopération entre les pasteurs nomades et transhumants dans la mise en œuvre de l'initiative d'Accra. Et les ministres Vagondo Diomonté et Sidi Touré appellent à renforcer la lutte contre l'insécurité. Frédéric Oula et Abou Sanogo. Les espaces transfrontaliers de la sous-région ouest-africaine sont marqués par des violences, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ou encore l'occupation des groupes armés. Cette instabilité impacte négativement les activités pastorales des zones du Sahel. L'insécurité, le terrorisme sont venus se greffer à une activité traditionnelle qui est le pastoralisme, la transhumance, ce qui complique aujourd'hui le déplacement, le mouvement des animaux de Mali vers les pays côtiers, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana. Cette rencontre entre les États sahéliens et le Golfe de Guinée offre un cadre de discussion et de dialogue en vue d'ébaucher des pistes de solutions pour faciliter la mobilité pastorale. La recherche de ce mécanisme est soutenue par l'Union européenne. Les financements sont utilisés justement pour organiser des activités avec les représentants des pasteurs, avec les représentants des États, les représentants des organisations régionales, justement pour trouver des solutions partagées et communes qui permettent aussi de prévenir les conflits. À l'ouverture des 48 heures de réflexion sur la thématique, quel mécanisme de coopération entre États du Sahel et du Golfe de Guinée pour une sécurisation coordonnée des espaces transfrontaliers et une gestion concertée de la mobilité pastorale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomonté, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, appellent les parties prenantes à l'harmonisation des politiques de sécurisation et de mobilité dans les zones transfrontalières. Le renforcement de la coordination régionale entre les instances politiques, sécuritaires et pastorales de tous les pays concernés est essentiel donc dans cette démarche. Seul un effort concerté et une coopération régionale efficace permettront de relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés dans ces espaces transfrontaliers. Nous devons travailler de concert pour élaborer des mécanismes efficaces qui favorisent la sécurisation des espaces transfrontaliers. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes et durables pour sécuriser nos espaces transfrontaliers et surtout promouvoir une gestion concertée de la mobilité pastorale dans le respect des droits. Ces assises d'Abidjan, après l'initiative d'Accra, devaient renforcer la coopération sécuritaire pour une gestion concrète des activités de l'élevage dans la sous-région. Plusieurs pays prennent part à ces assises. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité nationale également ce jeudi, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, s'est entretenu avec les chefs tchamans au centre des échanges, l'opération de déguerpissement, la requête pour un siège pour les chefs tchamans, la nomination de 3 chefs tchamans en qualité de conseillers spéciaux du président du district. Serge Pacom, Didier Nguessan. Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, présente au chef Atchan les missions à lui confier par le chef de l'État à la tête du district autonome d'Abidjan. Au centre des échanges, la construction d'un siège des chefs du district, la nomination de 3 chefs en qualité de conseillers spéciaux du ministre-gouverneur et l'assainissement du district d'Abidjan. Sur ce sujet, le ministre-gouverneur a précisé que les démolitions ne seront pas systématiques, mais vont concerner les zones à risque présentant un danger pour la sécurité des populations. Tout en remerciant le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement, les chefs Atchan promettent de collaborer avec le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Cette séance de travail pour nous est très importante. Nous disons merci à M. le ministre-gouverneur pour tout ce qu'il nous a dit. Nous retenons 2 choses. La première chose, il nous a dit qu'il vient se confier à nous. Il est à notre disposition. Ça, c'est important. La deuxième chose, il vient pas pour effacer les sillons de son prédécesseur, mais pour les élargir. Pour nous, c'est très important. Et nous, en tant que chef de village, de l'accompagner. Et comme nous allons nous retrouver régulièrement pour que nous puissions porter les inquiétudes de nos populations et trouver une solution avec lui pour que tout le peuple haïtien soit tranquille. Et partant du peuple haïtien, toute la Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan. Je suis venu leur présenter ma mission. Je suis venu aussi leur donner quelques informations sur les opérations qui ont eu lieu à Abidjan depuis ma nomination. Les rassurer, leur dire que l'objectif qui est visé est simple. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations du district autonome d'Abidjan. Il s'agit de donner de la visibilité à Abidjan, à ses différentes entrées. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de faire rêver sous le magistère, la gouvernance du président Alassane Ouattara. Par la même occasion, je leur ai annoncé quelques dons que le président m'a instruit. Un don de téléphone portable et de 90 véhicules, dont 60 pour les chefs Atchan et 30 pour les chefs Atier. L'EPR se prononce sur cette opération et noté que le cercle de réflexion engagé pour la République vient d'organiser un point de presse. Il s'agit d'une communication axée sur l'opération de déguerpissement et d'assainissement dans le district autonome d'Abidjan ainsi que la lutte contre le désordre urbain. Carmel Dia pour plus de détails. Les opérations de déguerpissement et d'assainissement engagées par le district autonome d'Abidjan ont démarré le 28 janvier dernier. Quelques semaines plus tard, le président du cercle de réflexion engagé pour la République EPR salue les actions du district autonome d'Abidjan en faveur du bien-être des populations. Ces mesures urgentes sont prises dans le but non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi et surtout de préserver des vies humaines en cette saison des pluies qui s'annonce. EPR tient à féliciter notre grand parti, le RHDP, et surtout saluer les conclusions de la 24e séance de travail du directoire, à l'issue de laquelle le directoire a apporté tout son soutien au district autonome d'Abidjan dans le processus d'assainissement en cours. Plus loin, Abraham Sanogo invite les collectivités décentralisées à s'impliquer dans cette opération d'assainissement. EPR exprime toute sa compassion aux populations impactées et invite le gouvernement à inciter toutes les autres collectivités décentralisées sur le territoire national à emboîter le pas au district autonome d'Abidjan en œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des populations sous leurs responsabilités. EPR est un mouvement proche du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les opérations de déguerpissement concernent plusieurs sites à risque. La deuxième vague se fera du 9 au 17 mars 2024.
Nous sommes à J-1 du 8 mars, journée dédiée à la promotion des femmes dans le monde. Et la rédaction de RTI 1 ce soir fait une lucane sur ces femmes. J'ai donc une lucane sur ces femmes balayeuses. Ces femmes, vous allez le voir, sont mises à contribution pour rendre nos villes propres, pour balayer justement nos ruelles. Et on le retrouve aussi à Boaké, dans la région de Gbeke. Nos reporters Boubacar Silla et Kades Togodogo nous parlent de ces braves femmes. Il est 22h30. Les responsables des équipes de salubrité de nuit de la mairie de Boaké donnent des instructions avant le déploiement des femmes sur le terrain. Depuis plusieurs mois, ces balayeuses des rues sont mises à contribution pour le projet Boaké Nouveau, un programme de la nouvelle équipe municipale qui vise à bâtir une ville paisible, prospère et propre. Mesdames, aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur un peu de désensablement sur le trottoir parce qu'avec la pluie là, le trottoir était vraiment ensablé. Donc on va enlever un peu de sable et puis les hommes, vous allez les aider dans le piochage. L'équipe 3, tu fais Kennedy en tenant compte du centre commercial, le commerce et puis la voie de Feu Donald pour aller jusqu'à Place de la Paix. Dans les différents quartiers de la commune, on les retrouve partout avec leurs chasubles, des balais en manche, des pelles et des brouettes, sable, sachets d'eau, bouts de papier laissés par les populations sont balayés avec tous les risques que cela comporte. La municipalité a doté son service de salubrité d'aspirateurs, gloutons et de souffleurs, des machines de dernière génération. On commence à 22h, nous finissons à 5h. Tout au plus tard, on dit 5h, 5h30, nous rentrons chez nous. Malgré les intempéries, pour ces balayeuses, ce n'est ni une affaire de courage, ni une affaire de prendre des risques. Elles sont heureuses de jouer leur partition pour l'embellissement de Boaké, leur ville qui leur est chère. Quand les visiteurs viennent à Boaké, quand ils trouvent la ville propre, nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on fait un bon travail. Je suis fière de ce que je fais. Donc, et puis, les gens nous fatiguent beaucoup. Tu rentres, c'est propre. Le lendemain, tu viens trouver, c'est vraiment du désordre. La dévotion de ces gardiennes de la salubrité est saluée par la population. Quand je vois les gens comme ça me va droit au cœur. En train de nettoyer la ville à 7 heures surtout. Et vraiment, le matin quand tu te réveilles, c'est très beau à voir. La ville est propre, tu ne vas même pas de chasser. Pour quelqu'un qui a quitté Boaké, ça fait pratiquement 2 ans, 1 an, qui vient voir Boaké, c'est énorme. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars, doit être mise à contribution par les autorités municipales pour renforcer l'autonomisation des balayeuses de rue. Un moment de reconnaissance également pour les populations, à ces dames qui, parfois démunies, parfois démoralisées, gardent une seule volonté, celle de contribuer à un environnement propre et fréquentable. Voilà, et espérons que ce message sera entendu, Kades Togodogo. Et si on s'interrogeait sur le sens et l'intérêt de cette journée du 8 mars, loin de son aspect festif et de réjouissance qui l'entoure, cette date du 8 mars est l'occasion de sensibiliser, de promouvoir les droits des femmes et de rappeler que l'égalité des genres est essentielle pour un monde meilleur et plus juste. Alexis Ouedraogo pour le décryptage. C'est quoi le 8 mars? Le 8 mars est une journée où on célèbre les droits de la femme. Cette journée-là est un peu méconnue parce qu'elle valorise plutôt le côté festif, alors que c'est plutôt valoriser les droits de la femme. Parfois, on a l'impression que c'est juste une date dédiée tout simplement à la femme, mais on ne tient pas compte de ses réalités, on ne tient pas compte de ses droits. Les femmes ont toujours des difficultés dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie quotidienne. La femme n'a pas encore sa place. Si les réponses se rapprochent de la réalité, il leur manque un point essentiel. Le 8 mars est une date internationale dédiée à la célébration des droits de la femme et à la lutte pour l'égalité des genres. La journée de la femme, c'est comme le 1er mai. Comme le 1er mai n'est pas la fête des pères, la journée de la femme n'est pas la fête des mères. C'est une journée au cours de laquelle on doit réfléchir
qu'il y a des syndicats, des ONG, des femmes, on revendique des choses, on positionne des actions. Le 8 mars permet aussi, l'espace d'une journée, de mettre en lumière les réalisations des femmes, de souligner les défis auxquels elles sont confrontées et surtout d'appeler à des actions plus fortes pour parvenir à une société plus inclusive et équitable. On dit les hommes ont de l'audace et les femmes ont des compétences. Mais si tu as des compétences que tu es à terre, que tu ne mets pas un peu d'audace pour pouvoir faire sortir ce que tu as, il y a un problème. Maintenant, pour la société même, pour les dirigeants, pour les hommes et tout ça, il faut les former. Il faut que la tête, que ce soit un homme ou une femme, il faut que la personne comprenne que les questions de valorisation des femmes, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour la femme elle-même. Il y a des femmes même qui ne comprennent pas, mais on leur explique. Tu es DG, tu es contente, mais tu dois donner à ton pays. Cette journée n'est pas que l'occasion de se faire belle dans des pagnes, mais surtout de sensibiliser, promouvoir les droits des femmes et rappeler que l'égalité des genres est essentielle pour un monde plus juste. Voilà, vive donc le 8 mars pour plus de droits et de promotion de la femme. La première édition des journées de l'étudiant et de l'entreprise a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Trècheville. Les réflexions portent sur les défis et l'insertion professionnelle des diplômes de l'enseignement supérieur face aux réalités du monde économique. Plusieurs entreprises sont en quête de meilleurs profils, tandis que les étudiants recherchent un stage ou un emploi. Didier Nguessan. Pour un emploi moderne, 3 étudiants de l'enseignement supérieur sont en compétition, soit 33% de taux d'employabilité selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour augmenter ce taux, le ministère met en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs grâce à la journée de l'étudiant et de l'entreprise. Cela nous permet de voir les mesures que le ministère ou le gouvernement arrive à mettre en place pour pouvoir faciliter notre insertion dans le monde du travail. À ce jour, 70% des jeunes ayant bénéficié des offres de stage se sont insérés durablement sur le marché de l'emploi selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Il s'agit des programmes de stage école qui durent au moins 3 mois et s'inscrivent dans le cadre des formations et visent la validation d'un diplôme. Des programmes de stage de qualification, autrement appelés les stages pré-emploi, qui durent 6 mois, renouvelables une fois, et visent à donner aux demandeurs d'emploi une première expérience professionnelle. Enfin, les stages d'immersion. Révision des curricula, formation à court terme et mise en place du statut d'étudiant entrepreneur sont autant de réformes qui permettront d'améliorer l'employabilité des diplômés. Il s'agit pour le monde universitaire de montrer au secteur productif les profils de compétences qui sortent de notre dispositif. Et autour du secteur productif, notamment des entreprises privées, de nous désigner, de nous montrer les opportunités d'emploi, des stages, pour faire en sorte donc que les produits qui sortent de notre dispositif aient des profils de compétences qui soient recherchés sur le marché de l'emploi. La plateforme de traitement des demandes d'emploi a été présentée aux participants. Et sur la scène politique ivoirienne, le secrétaire national chargé des enseignants du RHDP, Kouyaté Abdoulaye, vient de faire le bilan de ces 10 années de gestion de l'Union des enseignants du RHDP. Bilan en quelques jours de l'Assemblée générale élective de cette union qui aura lieu le 9 mars prochain au Palais des Sports de Trècheville. Le reportage de Michel Digré. Après une dizaine d'années passées à la tête de l'Union des enseignants du RHDP, l'heure est au bilan pour Kouyaté Abdoulaye. Lorsque nous prenions les rênes de la responsabilité du RER en 2014, nous étions à 84 sections et une seule coordination régionale. Nous sommes aujourd'hui à 715 sections à travers le pays. Nous sommes à 126 coordinations départementales et à 46 coordination régionale. Kouyaté Abdoulaye peut être satisfait du travail abattu. Nous avons fait ce maillage territorial-là autour, n'est-ce pas, des écoles primaires, des lycées et collèges, des lycées professionnels, des centres techniques, tout cela pour que vraiment partout, dans tous les hameaux, dans tous les villages, si petits soient-ils, il y a, n'est-ce pas, dans une école, au moins 5 enseignants qui répondent, n'est-ce pas,
du RHDP aujourd'hui. À quelques jours de l'Assemblée générale élective de cette structure spécialisée du RHDP, le président sortant dit vouloir passer la main à une nouvelle génération. Mon souci, c'est que où nous avons placé la barre, celui qui va venir après nous aille plus que nous. Pour faire acte de candidature à la présidence de l'URHDP, les postulants doivent avoir 35 ans, être à jour de leur cotisation, être dans une instance du parti et s'acquitter d'une caution de 500 000 francs CFA. Voilà, et on va terminer par le Sénégal. Le calendrier électoral s'accélère. Le premier tour de la présidentielle a été fixé au 24 mars 2024 sur proposition du président Macky Sall. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres tenu hier. Dans la foulée, notez que le gouvernement a été dissous. Par ailleurs, 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel sont retenus dans la course. Ni Karim Wade, ni Ousmane Sonko n'ont été ajoutés à la liste. Pour ce premier tour, donc, on retient que le président Macky Sall propose la date du 24 mars, alors que le Conseil constitutionnel annonce le 31 mars. En tout état de cause, le scrutin pour élire le 5e président sénégalais aura lieu avant le 2 avril prochain, date d'expiration du mandat du président Macky Sall. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, demain 20h.